Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos, le deuxième dans une petite série qu'on fait comme derniers épisodes de l'année. On s'attendait pas à avoir deux épisodes pour terminer l'année, Salim, mais ça tombe bien. On est quand même content qu'on a pu premièrement aborder les sujets de cette semaine parce que c'est quand même ça brassait pas mal. Non, absolument. Et écoute, c'est une période exceptionnelle. Et donc, à une période exceptionnelle, on a fait quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire d'avoir un deuxième épisode cette semaine. Et avec une invitée, puis non des moindres, puisqu'il s'agit de la députée libérale de Brossard-Saint-Lambert, Madame Alexandra Mendes. Bonjour, bonsoir. Bonjour Georges, bonjour. Salim, c'est un grand plaisir d'être avec vous. Merci de m'avoir invité. Ben merci Alexandra de vous rendre disponible. Est-ce qu'on peut se tutoyer parce Absolument, que regarde, t'es ma on se connaît. On se connaît, t'es ma députée en plus, donc alors je peux pas dire, je vais pas faire semblant. Mais écoute, merci de prendre le temps de venir discuter un petit peu avec nous de politique, puis surtout qu'on vit cette période-ci qui est assez particulière. Dire le moins. Oui, c'est pour dire le moins. Et on parle évidemment de la crise politique que le Canada est en train de traverser actuellement au niveau fédéral avec le gouvernement de M. Trudeau. Je rappelle, un gouvernement minoritaire dans une situation où M. Trudeau a perdu sa ministre des Finances ou peut-être qu'il a provoqué le départ de sa ministre des Finances et un remaniement qui a eu lieu aujourd'hui. Puis, regarde, je ne tournerai pas beaucoup autour du pot. Ce matin, t'as publié sur les réseaux sociaux ce que tu pensais un peu de la situation. Est-ce que tu veux déjà commencer par nous la résumer un petit peu? Ben, en fait, depuis mardi, quand j'ai commencé à parler aux médias, je l'ai faite, la déclaration que je rejoignais finalement la position de mes concitoyens, que je partage d'ailleurs depuis septembre. Je partage ce qu'ils m'ont dit. Je n'avais pas encore été jusque-là, mais là, je rejoins leur position qu'il est temps que le premier ministre pense sérieusement à céder sa place et que quelqu'un d'autre le remplace à la tête du parti. Donc, quand tu dis tes citoyens, donc les citoyens de Brossard-Saint-Lambert, tu rejoins leur idée, donc tu les as consultés. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel genre de consultation? C'est des gens que tu croises? Non, en fait, c'était pas une consultation du tout voulue. Hein? C'était très organique, apparemment que c'est le mot de la mode. C'est le jour de la fête du Canada, ça a commencé là. Okay. Donc, j'organise à chaque année une fête du Canada. Cette année, elle était à Saint-Lambert. J'ai eu pas loin de 800 personnes qui se sont pointées à la fête du Canada. Hein? On part du principe que des personnes qui viennent à la Fête du Canada ne sont pas des indépendantistes. Non, c'est pas des on bloquistes. s'entend. Là, donc, peut-être pas tous libéraux, mais certainement sympathisants et des personnes qui m'apprécient d'une façon ou d'une autre. Et j'ai passé, parce qu'il y avait tant de monde et que les hot dogs commençaient à manquer, il y avait des files qui se faisaient pour les hot dogs, les cupcakes, le popcorn, enfin. Donc, je faisais les files, je saluais tout le monde, je les remerciais d'être venus et tout et tout. Et c'est comme ça que les conversations ont commencé. Il a suffi qu'un commence par me dire « Il est temps que M. Trudeau parte, il n'a plus sa place, puis ça déboulait. Donc là, j'ai pas eu 800 personnes qui me l'ont dit, mais en bon 200. Ah, donc okay? ça fait un bon échantillon. Oui, mais ça, c'est de la première. Fin août, j'avais 3 jours à Saint-Lambert, aux fêtes de Saint-Lambert. J'avais un kiosque, pignon sur rue. J'étais là tous les jours avec mon équipe. Et on distribuait du popcorn. Donc, on était très populaires. On venait nous voir régulièrement. Mais encore là, j'ai vu des centaines de personnes les 3 jours, que toutes sans exception. Je n'ai pas eu un qui est venu me dire « Non, M. Trudeau doit rester. » C'était... Donc, moi, je crois, comme je vous dis, c'est pas une consultation en bonne et due forme que j'ai faite. C'est une démonstration populaire, là, très organique, très, très naturelle, très spontanée, que j'ai reçue lors de ces 2 occasions pendant l'été. Et c'est pour ça qu'en septembre, je me sentais relativement confortable de partager ce qu'il m'avait dit. Parce que c'était ce que j'avais reçu. Moi, je n'étais pas encore rendu là. Je me suis dit, bon, on va avoir un caucus d'été, on va pouvoir parler de ce qui s'est passé, les deux partiels et tout et tout. Bon, on va avoir le temps. Malheureusement, ça ne s'est pas produit comme ça. Le caucus en tant que tel.
Et après tout l'automne, ce qu'on a eu à la Chambre des communes, et j'en parle là maintenant comme occupante du fauteuil, là, comme mon poste autre que député, c'est qu'on a eu une session qui a été complètement monopolisée par une question de privilège qui, je ne veux pas te dire qui a tort, qui a raison dans tout ça, mais qui a empêché que toute autre chose se passe au Parlement, en fait, à part l'exception très courte qu'on a eue pour pouvoir passer le congé de TPS, là, on n'a fait rien d'autre. Et donc, ça, c'est un indice supplémentaire qu'il y a quelque chose qui ne tourne plus rond, là, qu'il n'y a vraiment rien qui se passe. Donc, on n'avait plus de partenaires de danse, comme on dit, pour pouvoir apporter une motion de clôture ou enfin faire bouger les choses. On ne pouvait plus rien. Ou le bâillon, en français, je pense que c'est le terme utilisé. On ne pouvait plus rien faire. Donc, il fallait qu'on soit là à débattre continuellement de cette motion de privilège. Donc, quelque part, je me rends de plus en plus à l'évidence, oui, on est figé dans une impasse et cette impasse ne risque pas de finir tant que le premier ministre est en place. Alors, justement, j'ai comme l'impression que c'est le sujet. Le sujet, c'est-à-dire Justin Trudeau, Monsieur Trudeau, doit-il partir ou quitter? Ta réponse à toi, et qui est partagée par un certain nombre de personnes au caucus libéral, c'est qu'il doit partir. Est-ce que le remaniement ministériel d'aujourd'hui a un impact, sur cette position-là, et 2, est-ce que tu penses, et ça je pense que c'est le plus important, est-ce que tu penses que ce remaniement ministériel-là pourrait changer quoi que ce soit dans l'avenir de M. Trudeau? Sincèrement, non. Et je pense que le remaniement a été fait, de toute façon, il était planifié déjà, avant même la démission de la ministre des Finances, de Mme Freeland. Mais c'était parce qu'il y avait des ministres qui avaient déjà annoncé qu'ils ne se représentaient pas. Donc, on savait que le premier ministre allait faire un remaniement plus grand, plus petit. On ne savait pas exactement, mais qu'il fallait remplacer ces personnes ou les substituer. Ils étaient en poste, mais il fallait les substituer. Mais le remaniement, c'est d'assurer la gouvernance du pays. Bon, le pays doit continuer d'être gouverné, les ministères doivent continuer d'être fonctionnels, et ça prend des personnes en titre, élues, qui les guident. Donc, le remaniement est un geste, je crois, de stricte gouvernance, nécessaire. Il l'a fait, c'est très bien, je suis bien d'accord. Je n'ai absolument rien à dire sur les personnes qui ont été nommées, sauf de les féliciter et de leur souhaiter la meilleure des chances. Je trouve que ce sont toutes des personnes très compétentes qui ont été mises au poste, je pense, où elles seront elles auront des bonnes compétences. Particulièrement David McGuinty à la sécurité publique. Je suis absolument convaincu que David McGuinty est la bonne personne pour ce poste. Mais de là à dire que ça change quelque chose, non. Ça ne change rien parce que le fait demeure que le premier ministre est toujours M. Justin Trudeau. Et c'est ça que la population en a contre. Et ils ne sont même plus capables de me dire c'est pour telle ou telle raison. C'est lui. Lui, la personne qu'ils ne sont plus capables de supporter. C'est un phénomène qui est partagé dans le monde occidental. Pour tous les incumbents, comme on dit en anglais. Là, les députés sortants. Pas les sortants nécessairement, mais ceux qui sont en poste. Ouais. Qu'ils soient députés, qu'ils soient ministres, premiers ministres, particulièrement les leaders. On vient de voir ce qui s'est passé en Allemagne. Parce que c'est très, très bien pour les partis, quels qu'ils soient, de gauche ou de droite, mais les partis populistes, de proposer des solutions apparemment simples à des problèmes d'une énorme complexité. Quand vous allez être face à ces problèmes-là, vous allez voir que c'est pas si simple et que vous n'allez pas pouvoir avoir la baguette magique pour soudainement régler tous les problèmes de tout le monde. Donc, mais la population, elle ressent ce besoin de trouver un salut quelque part et de trouver, en tout cas, le magicien qui va venir régler tous les problèmes. Donc, les slogans simples qui vont attirer l'attention et qui vont retenir l'attention du monde, et c'est sûr, ça va passer comme le remède à tous leurs maux. Alors, juste avant de céder la parole à George, qui a sans doute beaucoup de questions à poser. Donc, selon toi, M. Trudeau, pour le bien du pays, du parti, devrait quitter. Mais là,
George et moi, on le On va disait. commencer par le pays. Oui. Pour le bien du pays, pour le bien du parti après. C'est ça que je dis. C'est exactement ce que je... Non, j'ai bien dit pays et parti par la suite. Oui, désolé. J'ai bien fait attention, j'ai vraiment pensé. Mais George et moi, on a déjà évidemment discuté de ça plusieurs fois. Puis on est d'accord sur une chose, c'est que il faut savoir quitter la politique. Et je pense que M. Trudeau aurait peut-être pu y penser il y a plusieurs mois, là, même avant la fameuse fête du Canada où tu as rencontré ben du monde, pour justement donner la possibilité au parti de se faire sa course au leadership, d'avoir un ou une nouveau chef. Et lui aurait pu être un petit peu cet intérimaire. Donc, il n'y aurait pas eu quelqu'un qui aurait fait un double intérim. Là, j'ai l'impression, excuse-moi l'anglicisme, qu'on s'est squeezé parce qu'on est à la fin d'une législature dans un parlement minoritaire. S'il décidait de partir, est-ce qu'on va avoir un chef intérimaire qui va être premier ministre intérimaire pour avoir un chef permanent pour devenir premier ministre permanent avant d'aller en élection, et tout ça dans un espace aussi court? Mais peut-être avant de rentrer dans le mécanisme, parce que c'est une question qui se pose évidemment, mais avant, parce qu'on parlait justement de cette grogne au caucus, puis encore là, avec Salim, on s'est posé cette question parce que on a des connaissances un peu au Québec, à Ottawa, et on attendait tellement de chuchotements que ça va pas bien dans le caucus. Il y a une grogne, puis on disait justement ça à l'autre épisode, la première partie, pour ceux qui l'ont écouté. Ça nous étonnait que il réussissait à garder ça un peu sous le radar jusqu'à peut-être lundi, après l'été, où on a entendu votre déclaration après l'été au caucus précessionnel. Et moi, ça m'étonnait que ça a pris tellement de temps pour que ça sorte public dans les médias, parce que nous, on attendait ces chuchotements-là. Donc, la question que j'aurais peut-être, et puis on va rentrer un peu dans le timeline qui est comme, ça n'existe même plus maintenant, le timeline. Est-ce qu'il y a eu des réactions, et puis je sais qu'on peut pas parler de ce qui se passe dans le caucus, mais est-ce qu'il y a eu des problèmes dans le caucus? Est-ce qu'il y a des gens qui donnaient un peu leurs idées sur le leadership de Justin Trudeau? Est-ce qu'il y a des réflexions qui se faisaient par rapport à ce que vous dites dans mon comté? Justin, ça passe pas tellement. Parce que c'est pas vrai que le problème il est survenu juste il y a quelques semaines, là, que le caucus, soudainement, il s'est révolté. Je peux vous dire que depuis London, notre caucus précessionnel de l'été 2023. Et ça, c'est après l'élection de Toronto-Saint-Paul, si je m'abuse. Non. 2023. Un an d'avance. 2023, à London, Ontario. OK. Depuis lors que ça circule. OK? Donc, j'irai pas plus loin parce que, vous le savez, on ne partage pas ce qui se passe au caucus. Mais il y a eu des insatisfactions. Okay. Et quand on entend le premier ministre nous promettre qu'il nous a entendus et qu'il va réfléchir à ce qu'on lui a dit, puis qu'il va essayer de nous apporter des réponses, on veut le croire. C'est notre chef. Bon, c'est avec lui que beaucoup de nous avons gagné des élections. Donc, on veut le croire et on veut... Et il a eu donc, je vous dirais, une période de grâce où on voulait voir si effectivement il y avait des changements, il y avait des choses qui allaient commencer à changer la donne pour nous. Parce que déjà en 2023, les sondages étaient très mauvais pour nous. C'est ça que j'allais te demander. C'était quoi l'élément déclencheur à cette époque-là qui vous a fait penser ça un peu commençait déjà à baisser beaucoup. Ouais. On était déjà dans les moins par rapport au Parti conservateur. Puis, on n'était pas encore dans des écarts de 25 % là, mais on n'était pas loin. Donc, c'est sûr que le caucus ne s'est pas réveillé lundi matin puis a dit d'un seul coup, OK, là, on en a assez. Non, ça vient depuis un certain nombre d'années. Mais par rapport à la mécanique, si on veut revenir à la mécanique, Eddie Goldenberg, je ne sais pas si vous l'avez entendu ou lu, mais il a quand même proposé quelque chose qui me semble très faisable. Ayant été moi-même dans les instances gouvernantes du parti, j'ai été président du PLCQ au Québec et donc je faisais partie du Conseil national. La mécanique de cela, et selon mes souvenirs de la Constitution, quoi qu'elle a été un peu changée depuis, là, c'est que l'exécutif national a le pouvoir de demander au caucus de faire le choix d'un chef intérimaire
un chef intérimaire qui deviendrait évidemment premier ministre et qui nous mènerait vers l'élection. Parce qu'effectivement, on n'a pas le temps d'organiser un congrès à la chefferie. Donc, Et vous ça, on faites n'a une pas, là. élection avec un chef intérimaire. Oui, mais comme il dit, un chef intérimaire, mais qu'on ne lui coupe pas la possibilité de se présenter à la chefferie permanente. Parce que c'est ce qu'on a fait à Bob Rae. Après l'élection. C'est ce qu'on a fait à Bob Rae en 2011. Alors, je veux juste essayer d'éclaircir tout ça parce qu'il y a des gens, bien sûr, qui nous écoutent. Et donc, d'abord, Eddie Goldenberg, c'est l'ancien, enfin, c'était le chef de cabinet de M. Chrétien lorsqu'il était premier ministre. Son conseiller Et son principe, oui, un grand stratège politique et un libéral. Mais une grande personnalité au Parti libéral du Canada. Donc ça c'était la première chose que je voulais expliquer pour les gens qui nous écoutent. Ensuite, alors ça c'est intéressant. Donc ça veut dire que dans le fond, ce que lui propose, c'est oui, on pourrait aller vers un intérimaire, mais qui serait pas tant un intérimaire, puisque ce serait lui ou elle, qui irait aux élections. Qui irait aux élections. Donc, dans le fond, le statut intérimaire, c'est juste pour respecter la constitution du parti. Exact. Mais en réalité, ce serait pas tant... Mais en fait, c'est que, pour respecter la constitution du parti, dans le sens où, pendant que le ou la chef nous mène vers l'élection, puis mène la campagne jusqu'à l'élection, le parti en même temps organise donc une campagne à la chefferie, un congrès potentiel, on ne sait pas quand, mais 4-5 mois après. Et donc, la personne qui a assumé la chefferie pendant cet intérim pourrait ou non se présenter à la chefferie permanente. Donc, si la personne a gagné les élections, ça serait presque en proforma. Là. Les membres vont vouloir la garder, là, évidemment. Quelqu'un qui gagne une élection, en principe, on veut la garder. Et sinon, à ce moment-là, ça sera une course ouverte à tous ceux qui voudraient reconstruire le parti. Parce qu'on s'entend, si on ne gagne pas l'élection, on va la perdre probablement de façon très, très cruelle. Et il faut reconstruire. Donc on s'entend que celui qui serait... Celui ou celle, là, vous comprenez quand je parle au masculin, c'est... Oui. Donc, celui ou celle qui deviendrait chef intérimaire, qui irait en élection. Et admettons, miracle, il y a victoire. C'est sûr que par la suite, les gens vont juste se rallier à cette personne. Il y a de bonnes chances, en tout cas. Mais cette personne, admettons que si elle devait être dans une course à la chefferie par la suite, elle aurait un avantage d'avoir déjà gagné l'élection. Hein. Donc, il y a peut-être des gens qui voudraient succéder à M. Trudeau qui seront peut-être pas trop d'accord avec cette façon de faire. Je veux bien, mais quelque part, là, nous sommes dans un moment d'urgence. On n'a pas le temps d'organiser une course à la chefferie normale telle qu'elle est prévue par la Constitution du parti. On s'entend, là. On a une échéance qui est le 27 janvier, qui est le retour de la Chambre. Okay. Nous savons déjà que les 3 partis d'opposition sont prêts à nous retirer leur confiance à la première occasion. Donc, on sait très bien que dès janvier, dès le 28 ou 29 janvier, on peut être en élection. Mais à moins qu'on proroge le Parlement, puis on étale ça peut-être plus loin au mois de février, au mois de mars peut-être. Mais avant de rentrer sur cette option-là, je veux juste revenir à la proposition de M. Goldenberg. C'est pas un peu étrange qu'une personne par intérim fasse une campagne dans un bilan qui n'est pas le sien et qui ne semble pas être trop apprécié par la population canadienne. Ça va être juste une élection très étrange d'avoir quelqu'un dire « Let's go pour la victoire » sur un bilan que c'est pas vraiment le mien. Et non seulement ça, vous semblez pas trop l'aimer non plus. Moi, je ne suis pas prête à dire ça. Parce que beaucoup de ce que j'ai reçu de mes concitoyens, c'est oui, on n'aime pas M. Trudeau, on ne le veut pas comme chef du parti ou comme premier ministre, mais nous sommes libéraux, nous croyons que vous avez fait des très bonnes choses et que vous avez été là pour les citoyens d'une façon très, très générale, que vous avez vraiment initié des très... Non, en général, la population aime beaucoup ce qui a été fait. C'est la personne qui a le problème. Donc, revenons un peu là-dessus. Pourquoi Justin Trudeau n'a plus ce qu'il faut pour demeurer en place si tout ce que vous aviez fait est apprécié par la population? Moi, je pense que c'est une question, je vous dis, de fatigue. Là. Il y a ce phénomène apparemment, là, partout en politique démocratique, c'est le phénomène de la fatigue des 10 ans, que tout le monde devient d'une certaine façon passé date, là, après 10 ans, là, dans l'imaginaire public. Je pense que c'est un peu ce phénomène. Et n'oublions pas,
à tort ou à travers, M. Trudeau n'a pas eu le choix pendant la pandémie d'être le visage du gouvernement. Il était là tous les jours, à la télévision. Ça use. Ça use énormément. Ça use beaucoup. Et autant la population appréciait, puis bon, était bien contente de voir qu'il y avait une certaine quelqu'un aux commandes et puis qu'il y avait une certaine communication qui était constante. Monsieur Legault souffre exactement du même problème, là. C'est qu'à un moment donné, pendant 6, 7, 8 mois, là, ils étaient devant les caméras tous les jours. Ah non, c'est sûr. Puis dans le cas de M. Trudeau, on va se le dire, disons que c'est quelqu'un qui, disons, il a toujours eu des caméras, même quand c'était pas des zones, même quand c'était pas de les crises. Disons que c'est son style, c'est son approche. Après, on a eu l'occupation d'Ottawa. Ouais. Et tout le phénomène de l'occupation, il y a ceux qui le blâment de l'avoir attendu trop longtemps. Et c'est vrai, pour qui l'a vécu, et moi je l'ai vécu parce que je rentrais tous les jours à la chambre pendant les 3 semaines de l'occupation. Okay? Donc je devais traverser cette horreur qui était non seulement le klaxonnage, mais des moteurs qui roulaient à leur journée pleine. Là. Puis j'ai beau être fumeuse, là, mais je voulais pas fumer tout ce qui sortait des camions qui était vraiment... horrible, mais pour les citoyens qui vivaient dans cette zone-là d'Ottawa, là, je ne veux même pas imaginer qu'est-ce qu'ils devaient vivre. Mais il y a beaucoup qui pensent qu'il aurait dû agir beaucoup plus vite, qu'il aurait dû faire appel aux mesures d'urgence. Il y en a d'autres qui le blâment d'avoir fait appel aux mesures d'urgence, qui jugent que ce n'était pas nécessaire. Moi, dans ce cas-ci... Mais surtout que ça a duré, 48 ans? Non. Exactement. Les mesures d'urgence. OK, les mesures d'urgence, pardon, je pensais que tu parlais du... Oui, et ça a été fait d'une façon extrêmement civilisée. Combien de pays au monde aimeraient ça, avoir des mesures d'urgence qui agissent comme on a agi? Mais d'autant plus que les forces de l'ordre qui auraient dû agir et qui avaient, en fait, l'obligation d'agir, ne faisaient rien. Non. Était presque complice. Mais je vais juste te dire, Alexandra, puis c'est ma lecture qui est peut-être erronée. Je veux juste te donner une opinion très rapidement là-dessus, parce que c'est pas le sujet. Mais j'avais l'impression, justement, que M. Trudeau, l'une des raisons pour laquelle il a tardé, c'est parce qu'il savait que Pierre Poilievre était assez favorable à ce blockade, comme on dit en anglais, et que il est allé se prendre en photo, il a fait des selfies, il était dans les... il les a... des donuts, donc on dirait qu'il était comme, OK, vas-y mon Pierre, continue, t'es sur la bonne voie. Et ça, je pense qu'il y a des gens que ça a un petit peu écœuré, puis je vais être honnête, c'est mon cas. Moi, je ne vis pas à Ottawa, tu le sais bien, mais ça m'a un peu écœuré parce que je me suis dit, non, c'est avant la tactique politique, puis d'ailleurs, c'est les termes utilisés par Chrystia Freeland dans sa lettre de démission, mais avant la tactique politique... Mais pas sur ce sujet-là. Non, pas sur le sujet. Non, je veux pas tout mélanger, je comprends, mais ce que je veux dire, mais justement, il y a, tu sais, dans la fatigue dont tu parles, le concernant, il y a aussi ce côté-là où on avait l'impression que tout était tactique, alors qu'on s'attend quand même d'un chef de gouvernement, d'un pays comme le nôtre, un pays très respectable, un pays du G7, d'avoir les priorités, de voir les priorités et d'agir avec le sens des priorités. Mais d'un certain côté, je suis d'accord. Je sais aussi qu'il y a eu tellement de va-et-vient sur les juridictions. Et ça, c'est toujours au Canada, c'est toujours un énorme dilemme. Okay? Donc, je ne crois pas que le premier ministre ait choisi de prolonger ça par intérêt. Dans ce cas-là, je ne crois pas, sincèrement. Je pense que c'était vraiment toute la bataille. Et d'ailleurs, il est encore accusé d'avoir empiété sur les juridictions de la province et de la ville. Pourtant, rendu à 3 semaines, là, si eux, ils ne bougeaient pas, il fallait qu'ils fassent quelque chose. Yes. Donc... mais non, dans ce cas-là, sincèrement, je ne crois pas que ça ait été une tactique politique. Peut-être, mais je ne suis pas dans sa tête. Non, mais je peux me tromper aussi. Mais c'est vrai que souvent, ça aussi, ça joue contre lui. C'est que les personnes voient beaucoup que c'est des jeux, que c'est un peu comme s'il jouait avec la population, avec certaines choses. Mais en bout de ligne, une chose est certaine, et je le sens, je le sais, il a un amour très profond de ce pays. Il aime le Canada d'une façon très viscérale. À un point où je crois qu'il est devenu convaincu qu'il est le seul qui comprend le Canada. Et ça, c'est très dangereux.
C'est ça. Et ça, c'est un peu j'aimerais- comme Couillard, ça. Mais j'aimerais rebondir un peu à la proposition de M. Goldenberg, puisqu'on parlait de ça, parce que dans l'idée de M. Goldenberg, il suggère que cette personne-là soit Mme Freeland. Et je reviens à la question que j'avais posée. Comment est-ce que la personne qui va rentrer par intérim et devenir, à cause de mesures d'urgence, si on veut, là, de la crise, la chef jusqu'aux élections, je trouve juste ça étrange que la personne qui vient de démissionner à cause de la crédibilité qu'elle pense que Justin Trudeau n'a plus, va devenir la chef par intérim et avoir encore là tout ce bilan-là sur son dos comme si c'était elle qui a tout créé. C'est juste étrange. Toute la patente. Oui, peut-être. Et ça sera peut-être un message qui sera difficile à transmettre. Mais d'un autre côté, Christian n'a jamais renié le bilan de ce qui a été fait comme par ce gouvernement ou par ces 3 gouvernements, si on parle des 3 élections et des 3 cabinets différents. Je pense que Chrystia Freeland, son ras-de-bol était venu vraiment maintenant dans les derniers 6 mois, je dirais, là, parce que elle voyait bien que pour répondre à la chute très vertigineuse dans les sondages, le cabinet du premier ministre essayait de trouver des solutions faciles. Encore là, on revient aux fameuses solutions faciles. Et qu'elle savait très bien qu'elle ne marcherait jamais. Elle est une femme d'une brillance absolument exceptionnelle et c'est une femme qui connaît très bien la gouvernance fiscale, là, et vraiment, elle était patente. Vous l'entendez, là, dans One-on-One, là, pour vous expliquer quelque chose, là, puis vous êtes, wow, OK, merci, là, je comprends. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense pas que Chrystia Freeland ait des problèmes à défendre, elle ou n'importe qui est actuellement au cabinet, à défendre le bilan des gouvernements, des 3 gouvernements. Parce que il y a quand même beaucoup de bonnes choses qui ont été faites, qui ont été réussies, et peut-être on ne se rend même pas compte au Québec. Mais juste vous dire à quel point les mesures pour la petite enfance, les frais de garde pour enfants à l'extérieur du Québec, qui n'existaient pas, et vous savez comment c'était exorbitant n'importe où. La différence que cela a fait pour des familles, c'est magistral. C'est magistral. On est bien placé au Québec pour savoir. Vous passez de genre 1 200 $ par semaine de garderie à 100 $. C'est comme la nuit du jour. Et ça, c'est avant que ça arrive aux 10 $. Ça, c'est quand ils étaient encore à 20 $. Là, cette année, ils vont aller vers les 10 $. Donc, ça, pour des familles, c'est énorme. Ah oui. C'est sûr qu'il n'y a pas le logo du gouvernement libéral qui est écrit dessus, là. Mais j'espère que les personnes savent que c'est bien le gouvernement fédéral qui a initié cela et qui a conclu les ententes avec les provinces. Le programme maintenant alimentaire pour les écoles. Même le Québec qui ne voulait rien savoir commence à venir là-dedans puis à dire, OK, donnez-nous l'argent, on va s'assurer d'implanter. Parfait, on va le faire. On espère que ça va être effectivement servi à cela, mais enfin, c'est toujours le gros de la fédération, le gros jeu de la fédération. Mais ce sont des initiatives fédérales qui ne veulent pas empiéter sur les compétences provinciales, mais veulent créer, à travers le Canada, un réseau de sécurité, si l'on veut, sociale, qui est semblable de province en province. Même les soins dentaires? Absolument. C'est aux provinces. Mais ça n'empiète pas les juridictions, là, ça? Tant que c'est fait actuellement, non, pour des assurances privées, là, pour toute fin pratique. Là. Mais si Québec veut le faire et qui veut prouver qu'ils vont le faire de la même façon qu'on l'applique là, pour les mêmes catégories de personnes qui sont admissibles, allez-y, on vous donne l'argent puis vous l'administrez, c'est correct, on n'a aucun problème. On l'a fait avec les frais de garde. On a compensé le Québec. 6 milliards de $. Est-ce qu'ils sont où? Là? Avez-vous plus de places de garderie au Québec? Là? Alors, je veux revenir à notre sujet. Parce que tout ça, ça a commencé avec... En tout cas, moi, je me fie à ce que j'entends dans les médias. Un appel Zoom. Si on le résume, M. Trudeau dit à Mme Freeland comme quoi elle doit livrer sa mise à jour économique le lundi, mais que le mardi, elle serait plus ministre des Finances, elle aurait d'autres responsabilités. Et ce que je comprends, c'est que s'il disait qu'elle serait plus ministre des Finances, ça veut dire qu'il avait déjà quelqu'un pour occuper ce poste. Et toujours selon les médias et selon toute vraisemblance, cette personne devait être Mark Carney. Madame Freeland, puis honnêtement, j'aurais fait pareil qu'elle. Donc, je ne la juge pas là-dessus. Je peux la juger sur d'autres choses.
mais là-dessus, je la juge pas. Insulter, une façon de faire un peu particulière. Politics is about people, on dit en anglais. Et donc, forcément, tu dois ménager ça. Visiblement, ça n'a pas été ménagé comme il faut. Ça a été reconnu par lui à votre caucus. Ah, vous savez ça? Oui. et donc, a décidé de démissionner lundi. Là, il y a eu un remaniement rapide pour avoir un ministre des Finances. C'est M. Leblanc qui devient ministre des Finances. Sauf que, comme par magie, M. Carney, il n'est plus dans le portrait. Et là, aujourd'hui, il y a un remaniement. Il ne fait pas partie de ce gouvernement. Donc, dans le fond, est-ce que M. Carney, d'une certaine manière, il est un peu responsable de ce qui s'est passé? Pas responsable comme, c'est-à-dire proactivement responsable, mais comment dire, le fait de le considérer dans le gouvernement a fait tomber le château de cartes. Mais qu'il serait... Laisse la réponse. Non, allez-y. Mais dans le fond, je voulais dire que M. Carney vienne ou non dans le conseil de ministres, ça n'aurait rien changé parce que le dommage a déjà été fait. Là. Mais est-ce que, avec toute l'expérience que vous avez-vous déjà vu une affaire de même? Non. Non. Et d'ailleurs, c'est pour ça que lundi, moi, j'ai été rendu, OK, non, ça suffit, là, on ne peut plus continuer. D'abord parce que j'admire très personnellement Chrystia Freeland énormément. Depuis longtemps, je l'aime beaucoup. Je n'oublierai jamais que l'été 2021, pendant la pandémie, elle vient ici à Saint-Lambert, s'assoit avec moi et Sherry Romanado et Brenda Shanahan dans un resto sur Victoria. Elle croise les jambes dans les chaises, elle jase à tout le monde, elle prend des photos avec tout le monde qui l'arrête. Mais elle vient pour nous expliquer certaines politiques qui allaient être éventuellement annoncées. On a passé 5 heures. Le resto a dû attendre fermé pour qu'on parte. Là, mais elle a pris tout le temps qu'il fallait pour nous bien expliquer, pour nous engager et pour avoir nos suggestions aussi. Là. Et Brenda Shanahan particulièrement, qui est très, très allumée sur la question fiscale, la gestion financière, elle en a eu 2 très bonnes suggestions qui ont été retrouvées après. Donc, je dois vous dire que cette approche très proche de ses collègues, très apte à les écouter, à les engager, est très appréciée. Très, très appréciée. Alors, si on revient à ma question, parce que là, on a dévié un peu de ma question. Oui. Donc, M. Carney là-dedans. M. Carney là-dedans, Mark Carney et Chrystia Freeland sont de très bons amis. Oui, je pense qu'il est même le parrain de son fils. Donc, bon, je ne sais pas entre eux qu'est-ce qui s'est dit ou qu'est-ce qui s'est passé. J'ai aucune idée. Ça les regarde. Je ne sais pas si M. Carney avait déjà donné une réponse, là. Quand toute cette conversation a eu lieu, je n'ai aucune idée s'il avait déjà parlé avec le premier ministre, s'il avait donné une réponse au premier ministre. Honnêtement, je ne sais pas. Mais une chose est certaine, c'est pas sa faute à lui, là. Non. C'est pas lui qui a commencé à bouger les pions là, pour essayer de réaménager des choses, là. Je crois... Et peut-être, et je donne au premier ministre le bénéfice du doute, en voulant nommer la ministre Freeland à la tête d'un ministère Canada-États-Unis, un ministère qui n'existe pas, mais bon, ce serait une branche d'affaires globales, j'imagine, parce que c'est à peu près la seule chose qui aurait du sens, là. Et apparemment, selon ce que j'ai appris aujourd'hui, il lui aurait offert de garder le titre de vice-première ministre. Qui n'est pas non plus un ministère. Qui n'est pas non plus un ministère. Ouais. Mais ça lui enlevait tous les leviers qu'elle avait d'influence. Ouais. C'est sûr que comme capitaine Canada, si vous voulez, que les premiers ministres provinciaux et territoriaux lui reconnaissent d'ailleurs de la première édition Trump, là, et comment elle a très bien mené cela. Là. Mais est-ce que ça lui suffisait à elle? Pas sûr. Vraiment pas sûr, parce que Chrystia là, est habituée à pouvoir juger elle-même là, où ça doit aller. Et oui, elle consulte le premier ministre, évidemment, puis elle est d'une loyauté incroyable. Elle a été d'une loyauté incroyable jusqu'à maintenant. Mais elle est capable de taper du pied aussi, là, d'insister sur des choses. Puis bon. Donc, Mark Carney là-dedans, honnêtement, je ne vois pas où est son action. Là. J'étais pas en train de dire qu'il avait une action, oui. mais disons qu'il faisait partie de l'équation, à tort ou à raison,
proactivement ou réactivement, ou peu importe, mais il était dans le portrait. Oui. Parce que je peux pas croire que quand M. Trudeau dit à Mme Freeland « Tu ne seras plus ministre des Finances », je peux pas croire qu'il avait pas quelqu'un déjà en tête. Oui. Et je serais même surpris d'une certaine manière que cette personne ne lui ait pas répondu, mais regarde, s'il y a pas de si Mme Freeland s'en va ailleurs puis qu'elle accepte ailleurs, je le prendrai bien, je la pousserai pas dehors. En tout cas, on peut le supposer, mais c'est parce que c'est impossible. Lundi, lorsqu'il a fallu trouver un autre ministre des Finances, on a fait le tour, puis c'était le son du criquet, là. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est sûr que M. Carney, là-dedans, était... Maintenant, Mme Freeland, quel est son niveau de popularité à l'intérieur du caucus? Très haut. Très haut? Très haut. Elle est très appréciée. Personne ne lui reproche le fait d'avoir démissionné. Non, il y en a quelques-uns qui ont émis des reproches, mais étonnamment, un de ceux qui lui a émis des reproches vient de dire que le premier ministre doit partir. Bon. Donc, enfin. Mais elle n'est pas 100%, elle ne fait pas 100% l'unanimité. Il y a toujours des personnes qui vont l'aimer et d'autres moins. Mais je crois que la grande majorité reconnaîtrait cette capacité que je viens de vous parler, de nous consulter, de nous écouter et de prendre le temps de nous expliquer des choses. Ce qui est très rare dans les ministres. Très, très rare. Moi, là, ça fait 9 ans que je suis là avec cette version du parti, là. Et c'est vraiment la ministre qui prend le plus le temps de s'asseoir avec nous, de nous parler des choses, de nous écouter, d'entendre ce qu'on a à dire. Je sais qu'une des choses qu'elle voulait vraiment développer, mais en tout cas, je ne sais pas où est-ce qu'on en est là-dedans, là, puis je sais que c'était un de mes projets d'ADA, là, c'est la possibilité de louer pour acheter au niveau de l'accès au logement. Je trouve que c'est une idée qui a beaucoup de mérite et qu'il faudrait la développer. Il y a plein d'enjeux financiers. Puis bon. Mais c'est quelque chose qu'on aimerait développer. Puis elle m'a écouté. Elle a écouté tout ce que je lui ai proposé. Donc, c'était pas écarté. Donc, je veux dire, j'aime cette approche-là. Et elle est appréciée pour cela. Mais c'est pas nécessairement le fait que Justin Trudeau avait prévu de la remplacer. Parce qu'à la fin, pour ceux qui écoutent, là, pour qu'ils nous regardent, c'est le choix du premier ministre et seulement son choix à lui de nommer les ministres qu'il veut dans son conseil de ministres. Donc, si un jour il se réveille et il dit « Chrystia Freeland a fait plus mon affaire puis je vais la remplacer », il a tout le droit de le faire. La question que nous posons, ça concerne un peu son jugement. Il y a eu définitivement un manque de jugement quelque part de l'appeler un vendredi pour lui dire lundi, tu fais ton annonce, puis mercredi, je te remplace. Ça n'a aucun sens. Je comprends pas. Puis on parlait justement à l'autre épisode avant avec Salim. Nous, on en a vu des remaniements ministériels, puis on sait qu'il y a 0 appel qui se font peut-être avant quelques heures là, du remaniement. Tout le monde est au téléphone puis attend est-ce que je vais recevoir l'appel du premier ministre à peine quelques heures avant l'annonce. Donc, et ça c'est fait de façon exprès pour ne pas que les informations soient coulées aux médias. Donc, d'avoir un premier ministre qui appelle sa ministre pour lui dire « Hey, garde, by the way, va au bat, brise tes dents là, avec ton 60 milliards et mercredi, je t'enlève de là. » Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est un peu... En tout cas, je ne sais pas jusqu'à quel point ça a été pensé comme cela. C'est oui, va-t'en au bat, tu vas défendre le déficit de 60 milliards. Et mercredi, quand je vais te remplacer, ça va paraître pour le monde comme quoi je t'enlève du poste parce qu'il y a ce déficit de 60 milliards. C'est ça. Que tu n'as pas causé à cause de... Qu'elle n'a pas causé. Mais alors, effectivement, non, mais je veux juste... Là, c'est quand même un bout qui est quand même important. Parce que le 62 milliards de déficit, c'est pour l'exercice 23-24. Donc, ça veut dire celui qui s'est terminé le 31 mars dernier. C'est le déficit... le déficit anticipé de l'année en cours, qui aurait dû être de 39, quelque chose milliards, se transforme déjà en environ 48 milliards. Ça, c'est le déficit de l'année en cours anticipé. Au 31 mars. C'est ça.
Et d'ailleurs, pourquoi même le Fall Economic Statement existe, c'est parce que, dans le fond, ça permet à la fois de savoir, après la vérificatrice générale, si les comptes sont bons, d'une part, et deuxièmement, on voit aussi, après avoir passé 6 mois, 7 mois de l'année, où est-ce qu'on est rendu, tu sais. Le 62 milliards, avec Mme Freeland comme ministre des Finances, avec tout le respect que j'ai pour son intelligence, et j'ai aucun doute sur le fait qu'elle soit brillante, mais il y a une responsabilité ministérielle. On ne peut pas faire 50 et quelques pourcents, 55% de plus que ce qui est prévu et d'être ministre des Finances et de ne pas l'avoir vu, quand bien même la vérificatrice générale passe à travers les comptes que jusqu'à la fin septembre. Donc, quelque part, comme ministre, comme numéro 2 du gouvernement, elle a sa part de responsabilité dans ce déficit démesuré. Oui. Ben, le déficit démesuré, ce que j'en ai compris. OK? Puis, je ne suis pas fiscaliste, pas du tout. Il y a une bonne partie, pas loin de 30 milliards, qui sont des paiements uniques, OK? Oui. Pour régler une série de situations qui traînaient. C'est pas récurrent. Ce n'est pas récurrent. Ce ne sont pas des programmes qui ont des nouveaux programmes. Des gens qui n'ont pas remboursé des choses de la pandémie, notamment. Entre autres, mais il y a aussi des négociations avec les Premières Nations, qui étaient plus que dues. Là. On avait vraiment besoin de régler ces choses, mais que ce sont des paiements uniques ou des versements uniques. Donc, oui, ils sont venus enfoncer ce bilan, mais si vous enlevez ça, là, pas loin de 30 milliards, ben on est en dessous du 40 milliards. Oui, mais c'est ça. Mais justement, c'est ça. C'est que l'art d'être ministre des Finances, c'est la planification. Puis je comprends qu'on ne peut pas tout planifier, mais ça, 30 milliards, on ne peut pas planifier ce que les cours nous ordonnent et quand elles vont nous l'ordonner. Ça, je suis désolé. C'est-à-dire que les cours? Les tribunaux. Les tribunaux? Non, mais... Non, mais je veux dire, 30 milliards, c'est-à-dire, il y a une question de risque là-dedans aussi. Là, on peut pas ne pas prendre en considération un risque. Oui. Mais surtout qu'alors que tu rentres en élection, puis tu te présentes un état financier comme ça, c'est pas évident, là, c'est difficile. Comment est-ce qu'on va aller cogner aux portes pour leur dire on a un excellent bilan, on fait quelque chose. Ben, on l'a encore, et ça, c'est selon tous ceux qui s'y comprennent, c'est que nous demeurons le seul pays du G7 qui a encore un déficit par rapport au produit intérieur brut très minime. Nous avons les reins solides. Et en fait, c'est une des références qu'elle a faites dans la lettre de démission, que nous devrions garder notre poudre au sec pour, le potentiel. C'est que, précisément, il ne fallait pas gaspiller. Oui, on a des creux actuellement, puis on a un déficit assez sérieux, mais on peut le supporter tel qu'il est, mais n'allons pas plus loin parce que nous allons avoir certainement une guerre tarifaire qui va frapper à nos portes. Qu'elle soit à 25%, qu'elle soit à 10%, là, peu importe le taux des tarifs, là, il va y en avoir une. Donc, gardons notre poudre au sec pour qu'on puisse faire face à cela. Ça 100% d'accord avec ça, vraiment. Une petite parenthèse très rapide, ça ne sera pas l'objet de ma question, mais il faut toujours quand même très faire attention quand on compare la dette du Canada avec celle de la France, par exemple, parce que la différence, c'est qu'au Canada, quand on parle du ratio dette-PIB qui est très favorable, on ne compte pas les déficits des provinces. Donc, parce que la France, dans son ratio dette-PIB, on parle de leur système de santé, on parle de leur système d'éducation, etc., ce qui n'est pas le cas pour le fédéral. Mais je ferme rapidement la parenthèse. Si on revient sur la question un petit peu politique. Un petit peu? Non, mais je veux dire... C'est vrai. On ne s'appelle pas politiquement parlant pour rien. Non, mais côté plus politique dans le sens moins finances publiques et économie. Donc, pour la suite des choses, parce que je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un Canadien ou une Canadienne qui va passer les fêtes de Noël sans se dire qu'est-ce qui va se passer.
Bon, admettons, M. Trudeau décide, après les fêtes, de s'en aller. Bon, mais ça va prendre... Faudrait qu'il y ait de la neige au sol. Il faudrait qu'il y ait de la neige au sol, effectivement. Je fais une blague. Non, mais elle est bien pensée, cette blague. Donc, bon, admettons, il décide d'y aller. Bon, là, ça va prendre... Donc, on a dit un chef probablement intérimaire, aller en élection. Est-ce que Mme Freeland ferait une bonne chef par intérim, première ministre? Je ne vais pas me prononcer, honnêtement, je ne vais pas me prononcer parce que je ne veux pas, en tout cas, je ne veux pas regarder les perspectives qui sont devant nous sous cet angle-là actuellement. Je ne suis pas prête de dire que je suis derrière X, Y ou Z. Je sais qu'il y a quelques collègues qui sont au cabinet, qui sont intéressés à la chefferie du parti, mais pour moi, actuellement, l'important, c'est vraiment que l'on puisse faire la transition, que l'on trouve un moyen pour faire la transition et que nous, le caucus, on choisisse le chef par intérim ou la chef par intérim qui va nous guider jusqu'à l'élection. Mais je ne veux pas avoir déjà un préjugement sur qui doit être cette personne. M. Goldenberg a fait sa suggestion, c'est libre à lui, il n'a aucun enjeu là-dedans. Là. C'est pour lui, c'est facile. Et je pense qu'il y aura beaucoup de choses à sous-peser quand on va être rendu là. Si on se rend là. Et évidemment, mon souhait, c'est qu'on se rende là. Qu'on se rende à ce moment où nous, le caucus, on va pouvoir prendre une décision. À voir. Mme Freeland a énormément de qualités, comme je viens de dire. Mais il y en a plein d'autres. Il y a au moins 2 autres que j'entrevois au cabinet que je trouve qui seraient de très bons chefs aussi. Donc, à voir. Justement, parce que vous me parlez un peu de messages que vous recevez des membres du caucus. Quel est l'état du caucus en ce moment? Parce que là, j'écoutais ce matin Paul Journet qui disait qu'environ 1/3 du caucus ne veulent pas de Justin Trudeau. 1/3, il lui demande de faire une réflexion. Puis l'autre tiers, on n'est pas trop sûr. Puis dans ce tiers-là, on retrouve les ministres qui, eux autres, évidemment, ils se prononcent pas. Donc, si on prend en considération que les 2/3 du caucus, sont, je sais pas, vous, j'imagine que vos doigts n'ont pas arrêté de les messages textes depuis lundi. Mais en fait, ma voix non plus. Je suis interviewé à gauche et à droite. Mais c'est quoi un peu l'état d'esprit dans le caucus? Est-ce que vous voyez la lumière au fond du tunnel pour Justin Trudeau ou d'après vous, selon vos messages et vos échanges, c'est pas mal fait, là? Pas mal fait dans quel sens? Pour Justin Trudeau. En tout cas, je n'ai pas une boule de cristal, puis je ne connais pas assez le premier ministre. Je ne pourrais jamais prétendre connaître assez le premier ministre pour dire qu'est-ce qu'il pense. Mais pas pour lui, de son point de vue. Je parle selon ce que Paul caucus, Journet oui, disait, oui. Là, les 1/3 plus 1/3, 2/3, c'est quand même la majorité du caucus ici qu'on parle. Absolument. Oui, je pense qu'en termes d'appui du caucus, oui, les appuis ne sont plus là. Ouais. Ça, c'est pas mal évident. Mais oui. ça, c'est important. Si on dit que les appuis ne sont plus là, peut-être même d'une majorité de gens au caucus, quels sont les moyens de pression des membres du caucus pour que ça se réalise? Parce que si les gens du caucus ne veulent pas de lui, puis que, admettons qu'ils décident de s'accrocher, d'aller jusqu'aux prochaines élections, comment est-ce que vous allez pouvoir aller devant la population et dire, votez pour nous, votez pour que Justin Trudeau gagne une 4e fois et devienne PM? Parce que vous n'allez pas en élection pour dire « sauvons les meubles ». Ou votez pour moi. Non, on va pas à la guerre pour perdre. Non, ça ce n'est définitivement pas un état d'esprit là, qu'on devrait porter en nous. Ma perception, que d'ailleurs à laquelle j'adhère depuis très longtemps, depuis que je connais la politique canadienne et que je l'ai étudiée, nous avons la chance d'avoir un système politique où nous, les députés, enfin les candidats, avant d'être député, mais les candidats, nous représentons d'abord et avant tout un territoire physique, géographique, très spécifique. Moi, ayant appris la leçon de 2011, ce que je me prête à dire à mes concitoyens, c'est écoutez, si vous êtes satisfait du travail que je fais pour vous, si vous êtes satisfait de ce que je fais pour vous à Ottawa,
je demande votre confiance encore. Parce que je ne vous parle pas du parti, je ne vous parle pas du chef, je vous parle de moi. Moi, comme député, de ce que j'ai fait depuis 9 ans, de ce que vous connaissez de moi, si vous m'accordez encore votre confiance, j'en serais très heureuse, très honorée. Je crois que beaucoup de mes collègues sont là à revenir à cette proximité géographique de leur circonscription, qui est le phénomène de notre système. La réalité, par contre, c'est que Oui. vous représentez une bannière. Oui, je la porte fièrement. Oh, non. Ah. Non, je ne dis pas que vous n'êtes pas fier. Je veux dire que après presque 10 ans et toute cette chute-là dans les sondages, ce n'est pas nécessairement Alexandra Mendez, notre députée, mais Alexandra Mendez de la libérale. Oui, absolument. Puis Ouais. le monde, surtout par les temps qui courent, me demande, quand ils apprennent que je suis député, ils me demandent, toi, libéral? Je dis oui, libéral. Je vais me donner un exemple. Ils sont venus nettoyer l'échangeur d'air chez nous hier, là, et le technicien qui est venu, à un moment, m'a dit, vous êtes député, vous êtes libéral? Je dis, oui, je suis libéral. C'est ça un problème, là, la portée, là? Non. Mais je suis très fier d'être libéral. Je suis très fier de ce que le Parti libéral du Canada a contribué dans l'édification de ce pays, des valeurs qu'il défend et qu'il prône. Est-ce qu'on est parfait? Loin de là, il n'y en a pas de perfection. Nous sommes des êtres humains. Que nous avons quand même, je pense, toujours visé et voulu le mieux pour la majorité des Canadiens. Oui, je le crois profondément. Je continue de le croire. Et le parti n'est pas en chef. J'aimerais revenir un peu à l'élection parce que je veux toucher un peu, vous, personnellement, dans votre comté. Mais avant ça, à cause qu'on parlait un peu du caucus puis des messages qui circulent, selon vous, on connaît un peu ce qui se passe au niveau des députés puis du caucus. Ça a l'air que c'est pas si positif que ça. Selon vous, est-ce qu'il y a ces réflexes-là dans le conseil de ministres? Parce que là, on sait qu'ils se gardent une petite réserve. Mais quand on va en arrière-scène puis on parle avec notre conjoint ou conjointe, est-ce qu'ils disent « Je suis tellement fier de Justin Trudeau puis d'être ministre » ou est-ce qu'on se dit « Shit, tu sais ». Ben écoutez, dans la presse ce matin, il parlait de 2 ministres influents, c'est ce que j'ai lu, là, qui auraient déjà partagé leur insatisfaction à des journalistes en se gardant une certaine anonymité. Ben, une anonymité parce qu'on ne sait pas c'est qui. Donc, s'il y en a 2, puis je présume que ce sont des ministres du Québec, parce que bon, c'est la presse qui en a parlé. Il y en a d'autres. C'est clair. Parlant un peu maintenant des ministres québécois, parce qu'on en a discuté aussi avec Salim il y a quelques épisodes maintenant. Moi, mon expérience, j'ai plus une expérience terrain, puis quand les élections approchent, moi, c'est ma maladie. Je regarde les chiffres, je regarde les stratégies, qu'est-ce qui se passe, les probabilités, puis toute cette affaire-là. Et je disais justement à Salim que on laisse de côté un peu les députés puis le caucus. Les ministres au Québec sont pas mal en danger. Puis spécifiquement, on parlait justement de potentiels successeurs de Justin Trudeau, puis le nom de Mélanie Joly qui est sorti. Puis là, en regardant un peu, quand on voit Soraya Martinez à l'est de Montréal, M. Guilbeault, Mme Joly, dans la région de Québec, je pense pas que ces ministres vont passer si ça continue de même. Et je présume qu'ils regardent les mêmes choses que vous. Ah, OK. Et donc, alors, ça, c'est très intéressant, la question de George, parce que là-dedans, il y a du monde, et je comprends que vous en faites partie, que tu en fais partie, excuse-moi, qui pense que ces comtés-là, qui pourraient potentiellement être en danger, pourraient rester dans le giron libéral si c'est pas M. Trudeau qui va aller en élection. Est-ce que vous pensez sérieusement que c'est ça? Est-ce que vous pensez sérieusement que le problème, c'est Justin Trudeau et c'est pas le brand libéral? C'est très difficile pour moi d'être certaine, mais j'en ai l'impression. Parce que c'est ce que j'entends. Moi, je n'entends pas des personnes me dire « Je suis tanné de vous, les libéraux. Je suis tanné de ton chef. » Je parle pour ici. Je sais que je suis dans une circonscription, enfin, relativement libérale. Je dirais pas qu'elle est historiquement, fort, mais mis à part le NPD d'une manière en 2011, la vague, je veux dire, mais on a eu du bloc ici, on a Ouais. c'est déjà eu du bloquiste. 2 fois de bloquistes. Hein? Juste pour J'ai vécu tout ça là. Ouais. Mais pour dire que oui, je ne crois pas que c'est la marque libérale
qui est en danger. Moi, je pense que c'est beaucoup plus le premier ministre, le personnage du premier ministre qui est rendu. Et je vous dirais même qu'au Québec, un peu moins qu'à l'extérieur du Québec. Mais aller en Ontario, aller dans l'ouest du pays, là, c'est devenu vraiment viscéral. Au Québec, on a quand même une petite gêne. Là. Il est un fils du Québec, hein, donc on a une petite gêne. Non, moi je la vois pas, ça. Non, mais c'est vrai. Quand tu vois les sondages au Québec, c'est pas aussi pire. Il se maintient un peu mieux que le reste du Canada. Écoute, regarde, on a déjà comparé PLC au fédéral, PLQ au provincial. Le PLC est encore plus populaire que le PLQ actuellement, après 9 ans de pouvoir. Donc c'est quand même dire que... Non, c'est ça. Je n'ai pas cette impression-là que ce soit la marque qui soit en danger. J'ai l'impression qu'effectivement, si on offre aux Québécois, aux Canadiens en général, un renouveau dans notre leadership, un renouveau qui s'assume aussi, hein, qui assume les erreurs, parce qu'on en a fait. C'est quelque chose que je ne comprends pas, là, d'ailleurs, dans les discours des leaders. Là. C'est comme si on est toujours parfait, on ne fait jamais d'erreur. Pardon, soyez humble. Comprenez que l'erreur est humaine. Et la population va vous accepter. Là. De toutes les manières, il y a une règle en politique, c'est que lorsqu'on arrive à la tête d'un parti politique, il faut assumer tout son passé. Absolument. Ça ne veut pas dire que tu veux reprendre les mêmes erreurs ou que tu ne veux pas l'emmener ailleurs, mais il faut assumer, parce que ça fait partie de l'histoire de ce parti-là, et si tu n'as pas aimé l'histoire de ce parti-là, ça veut dire que tu n'es pas dans le bon endroit. Et qu'est-ce que tu fais là? Exactement. Absolument. Bon, alors c'est bon. C'est évident. Je vais poser la question, puis il y a un but de la question, parce que je veux venir un peu à votre historique, parce que comme vous l'avez dit, vous étiez quand même élu avant 2011, vous avez perdu votre comté avec la vague orange, donc vous avez connu les hauts et les bas. Et on s'entend que c'est un autre bas en ce moment que le parti reconnaît. Je regardais les chiffres dans votre comté en date du 15 décembre. Vous êtes en avance d'environ 9 points du Bloc québécois. 9 points pour ceux qui regardent, qui nous écoutent, ça veut dire que s'il y aurait un petit 4% qui reste chez eux aux libéraux, puis un 5% de bloquistes qui sortent, c'est pas mal fini. Et ça, on parle d'un comté que, comme vous avez dit, c'est un comté que, autrement, c'était considéré comme un comté libéral. Et quand on regarde, puis vous n'êtes même pas ministre, quand on regarde les comtés comme Antic-Cartierville, Hochelaga, puis l'autre là, de Guilbeault, j'oublie le nom, Laurier-Saint-Marie, tu sais, une élection comme celle qui va s'en venir sans doute risque de laisser un parti libéral sans les ténors, là, sans les gros ministres qui espéraient peut-être suivre Justin Trudeau dans une potentielle course au leadership, sans ces personnes-là pour s'assurer un peu de la relève et de, tu sais, en opposition, là j'assume que vous allez être en opposition évidemment, mais tu sais, en opposition, on a besoin, parce qu'on l'a vécu au provincial, on a besoin toujours les seniors pour, tu sais, ramasser tout le monde, dire, guys, ça va bien aller, on est là, on va s'organiser, baba. Si ces gens-là sont pas là et vous restez peut-être avec des nouveaux ou d'autres personnes qui se sauvent leur comté mais qui n'ont pas vraiment une expérience, on s'entend que la plupart des personnes qui sont rentrées en 2015 avec Justin Trudeau, c'est des nouveaux parce que il n'y avait pas grand monde là, avant son élection. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Une réponse à la Pierre Poilievre. Oui. Non, mais je veux dire... Qu'est-ce que je peux dire contre cela? C'est sûr, c'est évident, c'est une des réalités à laquelle mes collègues qui actuellement, ceux qui ont déjà pris leur décision que le chef doit quitter, qui l'ont déjà annoncé, mais ceux qui sont en réflexion et qui vont probablement venir ou sortir publiquement bientôt, c'est précisément ce type de réflexion que l'on fait. Le parti, c'est pas une question de sauver des meubles. Moi, je veux gagner. Je veux qu'on reforme le gouvernement. Absolument, je veux qu'on reforme le gouvernement. Je crois que nous offrons aux Canadiens la meilleure alternative et la meilleure gouvernance pour la majorité. Mais revenons au fait que si on ne change pas de chef, ça va être la débandade. Ça va être vraiment le désastre, là. Oui, qu'est-ce qui va rester? Pour revenir au point que je voulais faire, là, comparé à la chute, là, disons, de 2011 que vous avez vécue à aujourd'hui, est-ce que vous reconnaissez un peu le danger? Est-ce que c'est un déjà-vu pour vous? Absolument. Est-ce que c'est pire? Est-ce que c'est correct comparé à ce qu'on a déjà vécu?
Ouais, je vous dirais que c'est... ouais, ça ressemble... Non, moi, en 2011, j'étais très surprise. Moi, personnellement. OK. On savait que le chef ne poignait pas, là. Ne nous trompons pas. Mais, c'est drôle, ici, là, je venais d'annoncer le 31 janvier 2011 l'ouverture du bureau de passeport à Service Canada. Là. Et c'était le premier bureau de passeport qui ouvrait dans un Service Canada parce que j'avais gagné ma motion à la Chambre pour que Service Canada offre des services passeports. C'est moi qui ai fait passer ça à la Chambre en opposition. J'étais une députée d'opposition. Et Lawrence Cannon, le pauvre, je l'ai harcelé pour avoir mes bureaux de passeport. En tout cas, je l'ai eu. Le 31 janvier, je l'annonce. Et dans mon cercle immédiat, mais dans les citoyens aussi. Ah, Alexandre, tu vas être élu pour le restant de tes jours. Mon Dieu, tu viens d'avoir le bureau des passeports qu'on a toujours voulu. Ah, tu vas être élu. Moi, là, je ne voyais pas venir, mais pas du tout. Ah, les vagues, on les voit pas. Hein. Ma défaite, mais pas du tout. Plus que ça, en 2014, 338.com, qui était à l'époque 308.com, il a sorti le 14 février 2014. 2014, je ne me souviens jamais, j'étais à la fête des Philippins pour la Saint-Valentin. Il sort une analyse du poids des incumbents à travers le Canada en l'élection 2011, qui avait réussi à sauver sa peau là, dans l'élection, mais tout parti confondu. Dans les 10 premiers, j'ai ça encore là. Celui pour qui la valeur d'incumbent a le plus joué en termes du pourcentage de vote, c'est Justin Trudeau. Okay? Lui, il a gardé le plus grand nombre de votes en 2011. La deuxième au pays, sur 308 comtés, là, c'était moi. Et j'ai perdu l'élection. Wow. J'étais la seule dans les 10 qui a perdu l'élection. Mais mon vote est sorti. C'est pas que mon vote n'est pas sorti. Ouais. Mais ici, ce qu'on a vécu, c'est que toute l'opposition, tous les votes conservateurs, verts, bloquistes, tout le monde a convergé vers l'NPD. C'est ça. Oui, c'est ça. Ben, c'est la vague. Parce que moi, j'ai pas perdu des votes. Donc, comment est-ce qu'on joue contre ça, là? Ouais, non, mais contre une vague, il n'y a rien à faire. Moi, j'aurais une dernière question. Vas-y. En fait, si vous aviez... Ma question est en 2 temps. Si vous aviez un message à envoyer à vos collègues députés du caucus, quel serait-il? Regardez vos sondages, puis pensez sérieusement au futur du parti et du pays. Parce que le pays, actuellement, risque de vivre des moments très, très turbulents si on a un changement de gouvernement abrupt. Donc, vous les invitez à se joindre à vous et aux autres qui souhaitent le départ de M. Trudeau et qui le disent, non, absolument, qui le disent publiquement. Et si vous aviez un message à envoyer à M. Trudeau? Le même que je lui ai dit, réfléchissez très sérieusement à l'avenir du Canada. Je lui ai dit, j'ai eu une conversation avec lui, je lui ai dit. Donc, c'est pas une conversation amère non plus que j'ai eue avec le premier ministre, au contraire. Mais, parce que je crois sérieusement qu'il a un amour très profond envers ce pays, mais précisément parce qu'il a cet amour, réfléchissez sérieusement. On a pris énormément de votre temps, puis en passant, on est très reconnaissant qu'on a pu, en quelques jours, recevoir une députée libérale au milieu d'une crise possiblement la plus grande crise. Mais elle aime les brossardois. Les brossardoises. Je suis votre voisine. Grand merci Mme Mendez. Et je ne sais pas quoi vous souhaitez. Joyeuse fête. Joyeuse fête. Joyeux Noël à tout le monde. Ouais, joyeux Noël. Bonne année. Profitez bien. Merci de ta générosité, ton courage aussi, parce que je pense que être député dans une situation pareille, puis de dire le fond de sa pensée, c'est plutôt rare. Alors, merci. Bravo et merci pour ton temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. C'est évidemment le dernier épisode de l'année, donc on vous souhaite des joyeuses fêtes, une bonne année. Et une chose est certaine, l'actualité politique risque d'être toujours, comment on dit, effervescente. Merci beaucoup tout le monde. On se voit l'année prochaine. Ciao, bye bye. Bye.